Une semaine après l'incendie de Notre-Dame, la sécurité du chantier est sévèrement mise en cause. Le début d'un long feuilleton judiciaire qui devrait permettre d'établir les responsabilités des différents acteurs en présence. À un mois du scrutin européen, les Républicains regagnent du terrain, une progression qui semble se faire au détriment du Rassemblement national alors que la majorité présidentielle voit ses intentions de vote stagner. Alors qu'une réunion au sommet sur la biodiversité doit se tenir à Paris à partir du 29 avril, près d'1 million d'espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Un danger pour la biodiversité, mais également pour l'homme. Madame, Monsieur, bonsoir. La sécurité de Notre-Dame en question. Une semaine après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale, les premiers éléments de l'enquête révèlent de nombreuses failles. Thibaut Bastide. Pompiers alertés trop tard, ouvriers qui fumaient sur le chantier, cloches électrifiées. Une semaine après l'incendie qui a ravagé une large partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'enquête révèle ses premiers secrets. Si la thèse accidentelle est toujours privilégiée, une série de défaillances humaines pourrait avoir son lot de responsabilités. En effet, des failles de sécurité auraient retardé l'intervention des pompiers le jour du drame. Alors que les investigations s'avèrent longues, complexes et techniques, une chose est désormais sûr, l'alerte a été donnée bien tardivement. Ainsi, il n'a pas fallu 20 minutes aux pompiers pour être appelés sur place, mais plutôt 35. Si une première alarme a effectivement retenti 5 minutes après l'alerte du détecteur de fumée, celle-ci a été considérée comme une fausse alerte. Le régisseur et un agent de sécurité de la cathédrale envoyés sur les toits pour vérifier la véracité de l'alerte n'auraient rien trouvé. Et pour cause, ils auraient été envoyés au mauvais endroit par un employé du PC de sécurité. Finalement, les flammes à la base de la flèche ont été localisées bien plus tardivement et les pompiers ne sont finalement intervenus que 35 minutes après les premiers signaux du détecteur de fumée. Concernant le départ du feu, l'hypothèse privilégiée reste celle du court-circuit. En cause, les moteurs des ascenseurs des échafaudages et les boîtiers électriques nécessaires aux travaux. Une piste difficilement exploitable car ces matériaux se trouvaient loin du point de départ de l'incendie. Cependant, l'explication pourrait se trouver du côté des ouvriers. En effet, interrogés par la police, certains d'entre eux ont reconnu qu'il leur arrivait de fumer sur le chantier, alors que cette pratique est strictement interdite. D'ailleurs, plusieurs mégots auraient été retrouvés sur place. Une pratique interdite loin d'être isolée au sein de la cathédrale, car les failles de sécurité s'enchaînent au fur et à mesure que l'enquête progresse. Ainsi, on apprend également que des fils électriques apparents dans les combles de la cathédrale auraient été exposés à un risque de court-circuit. Les cloches de la flèche seraient restées électrifiées malgré la fin des travaux. Une insuffisance de colonnes sèches aurait été relevée. Enfin, le plan incendie de l'édifice n'aurait pas été respecté. Un plan mis en place par la Direction régionale des affaires culturelles. Ce dispositif prévoyait notamment la mise en place d'un PC sécurité 24 heures sur 24 avec 2 surveillants payés par l'État. Or, un seul homme était présent et seulement de 8 heures à 23 heures. Ainsi, entre les installations électriques dans les parties boisées, des ouvriers peu regardant sur les consignes de sécurité et l'État qui fait des économies de personnel, la responsabilité pourrait être répartie entre tous les acteurs en présence. À un mois des élections européennes, revoilà les Républicains. Toujours convalescente après l'échec de l'élection présidentielle, la droite parlementaire connaît un regain de forme et se verrait bien créer la surprise le 26 mai prochain. Les Républicains en ordre de bataille, alors que certains les avaient peut-être enterrés un peu tôt, le parti amorce une remontée dans les sondages. Une bonne nouvelle pour la tête de liste François-Xavier Bellamy et ses colistiers qui tenaient leur premier meeting de campagne mardi à Caen. L'occasion également pour LR de se montrer unis avec la présence du président du Sénat, Gérard Larcher, le chef des Républicains Laurent Wauquiez et le fidèle centriste Hervé Morin. Longtemps cantonné à un rôle de supplétif dans une campagne opposant Rassemblement national et République en marche, le parti, fondé par Nicolas Sarkozy, est à présent crédité de 14,5% d'intention de vote, soit son plus haut niveau depuis le début de la campagne. 14,5%, c'est certes loin des 21 et 22% promis à leurs concurrents, mais cela permet aux Républicains de se placer en outsider, loin devant la France insoumise et ses 8,5%. Un regain de forme que l'aile conservatrice du parti semble vouloir expliquer par les thèmes identitaires et civilisationnels défendus par François-Xavier Bellamy. Une partition finement jouée alors que la fenêtre de tir s'est considérablement réduite avec la polarisation du débat voulu par la majorité présidentielle, opposant progressistes et populistes ou mondialistes et patriotes selon le point de vue. C'est donc en jouant la carte de la troisième voie,
L'alternative à un duel imposé, que LR se refait la cerise, en grappillant des voix chez les déçus de Debout la France et en colmatant les fuites qui ont mené une partie de leur électorat vers le Rassemblement national, tout en gardant un discours policé tout à fait incarné par sa tête de liste. Les Républicains pourraient même se mettre à rêver d'une surprise dimanche 26 mai en cas d'alignement des planètes. Les piétinements de la majorité et de sa tête de liste, Nathalie Loiseau, empêtrée dans un passé qu'elle n'assume pas, pourraient aussi profiter aux Républicains qui, faute de récupérer les électeurs macronistes, peuvent tout au moins miser sur une plus faible mobilisation de leur part. L'ONU à la rescousse de la biodiversité. Selon un projet de rapport de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Thibaut Bastide. Le chiffre est sans appel. Selon un projet de rapport sur la biodiversité, jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Un constat inquiétant alors que plusieurs centaines d'espèces animales ont déjà disparu totalement. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme alors que la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, se réunira du 29 avril au 4 mai à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Lors de ce sommet, les 130 pays membres de la plateforme intergouvernementale discuteront d'un rapport de 1800 pages sur lequel ont planché 150 experts de 50 pays depuis 3 ans. Selon le projet de résumé, diverses preuves indépendantes signalent une accélération rapide, imminente du taux d'extinction des espèces, même si les facteurs de cette extinction ne s'intensifient pas. Par ailleurs, ces projections correspondent aux mises en garde de nombreux scientifiques qui estiment que la Terre est au début de la 6e extinction de masse. La première, attribuée à l'homme qui a déjà fait disparaître au moins 680 espèces de vertébrés depuis 500 ans. Le rapport est en partie basé sur l'analyse d'espèces bien étudiées, notamment les vertébrés, mais met en avant les incertitudes concernant nombre d'autres moins connus, en particulier les insectes. Un risque pour la biodiversité et donc directement pour l'homme. En effet, nourriture, énergie ou encore médicaments, l'espèce humaine tire l'essentiel de son développement à travers la nature. Plus de 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie, 4 milliards utilisent une médecine naturelle et 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par des insectes. Parmi les principaux responsables de cette situation, l'utilisation intensive des terres, l'exploitation directe des ressources à travers certaines formes de chasse ou de pêche, mais également la pollution et les espèces invasives. Autant de facteurs à l'origine de la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Cependant, force est de constater que la trajectoire sera difficilement modifiable. En effet, la démographie mondiale ne cesse de grimper, impliquant nécessairement un besoin en ressources naturelles toujours plus élevé. D'ailleurs, le rapport pointe du doigt le modèle agricole, notamment chez les populations les plus pauvres de la planète. En outre, le rapport estime que 3/4 des surfaces terrestres, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau ont déjà été gravement altérés. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Le Conseil d'État condamne Vincent Lambert. Ce mercredi, la plus haute juridiction administrative française s'est de nouveau prononcée en faveur de l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Le Conseil d'État a estimé que la décision collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims et contestée par les parents du patient, était légale. Après cette nouvelle décision, les parents de Vincent Lambert ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et ont également saisi le Comité international de protection des droits des personnes handicapés de l'ONU. Les époux Fillon renvoyés devant les tribunaux. Selon une ordonnance des juges d'instruction, l'ancien candidat à la présidentielle François Fillon et son épouse Pénélope vont devoir comparaître pour détournement de fonds, recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 2 ans et demi après l'épisode dit du Pénélope Gate, le procès pourrait se tenir d'ici à la fin de l'année.
Il faut sauver le soldat ENA à la veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui pourrait annoncer la suppression de l'École nationale de l'administration. Son directeur, Patrick Gérard, a publié une tribune pour défendre son école. Il juge que ses élèves sont sincèrement soucieux de s'engager pour leur pays, pour l'intérêt général et le bien commun. L'ENA a formé en un peu plus de 70 ans quelques 7000 hauts fonctionnaires français et 4 présidents de la Ve République. Emmanuel Macron, François Hollande, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Le raid intervient à Lourdes. Mardi, un individu a tiré plusieurs coups de feu et s'est retranché dans un appartement, retenant 2 ou 3 personnes en otage, dont son ex-compagne. Cette opération a nécessité l'intervention du raid. Le forcené, un ancien militaire d'une 50aine d'années, déjà connu des services de police pour des précédents liés à son ex-conjointe, a été interpellé. Un des otages a été blessé. Un don de la Serbie pour Notre-Dame. Lundi, le gouvernement serbe a décidé de faire un don d'1 million d'euros pour aider la reconstruction de la cathédrale et confirmer l'amitié entre la France et la Serbie. De quoi apaiser les tensions puisqu'au lendemain de l'incendie, 2 tabloïds serbes avaient qualifié le drame de punition divine, soulignant qu'un drapeau du Kosovo avait été hissé dans la cathédrale au moment du centenaire de l'armistice de 1918. Les relations entre Paris et Belgrade s'étaient envenimées quand le président du Kosovo, Hashim Thaçi, issu de l'organisation terroriste UÇK, avait été placé le 11 novembre dans la tribune d'honneur alors que son homologue de Serbie, Aleksandar Vučić, était installé dans une tribune secondaire. Le gouvernement dissout le bastion social. Emmanuel Macron avait annoncé son intention d'interdire le mouvement nationaliste et la dissolution a été officialisée ce mercredi matin dans un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. L'organisation militante, qui se donnait notamment pour but de venir en aide aux Français dans le besoin, avait marqué les esprits en juin 2017 en réquisitionnant un immeuble à Lyon pour loger des nécessiteux. Le décret portant sur la dissolution concerne aussi les structures locales affiliées au mouvement. Une petite attention entre amis. Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une colonie israélienne sur le plateau du Golan occupé allait porter le nom du président américain Donald Trump pour remercier ce dernier d'avoir reconnu la souveraineté de l'État hébreu sur la partie de ce territoire syrien annexé par Israël. Depuis sa prise de pouvoir en 2016, Donald Trump a adopté une politique de soutien sans faille à l'État hébreu, symbolisée notamment par le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. La Fédération anglaise de football va dire adieu au champagne. Alors qu'elle avait l'habitude de distribuer une caisse de champagne aux vainqueurs de la Cup, la Fédération va stopper cette tradition dès cette année. Le motif, le respect des joueurs musulmans. La mesure devrait être appliquée dès la prochaine finale de la compétition, le 18 mai prochain. La Fédération envisage néanmoins de distribuer du champagne sans alcool pour l'aspect visuel des festivités. Et dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste et écrivain Philippe Vigier évoque le parcours atypique de Jean Fontenoy. C'est quelqu'un d'une famille relativement pauvre, qui habitait les plaines de Brie. Et il y a quand même un bon sens terrien. Et tout de suite, il va perdre l'utopie, le côté utopique du communisme. Il va garder dans ce premier séjour en URSS le côté progressiste, mais tout de suite, il porte l'utopie. Pour un exemple, quand il constate que, on construit des maisons avec des pignons en forme de clé anglaise, sous prétexte d'honorer le prolétariat, lui, il constate tout de suite que, les toits fuient. Donc c'est déjà, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, c'est quelqu'un avant tout, même s'il a des idées progressistes pour l'instant, il a toujours eu des idées progressistes, du côté de l'extrême gauche, c'est que c'est un journaliste. Pour lui, un journaliste, c'est l'honnêteté, et le journaliste décrit la réalité. Et la réalité, il va rapidement voir en URSS que ça ne correspond en rien à ses idéaux. À ses idéaux. Ce soir, retrouvez Perles de culture. Anne Brassier reçoit Jean-Michel Vernochet pour son livre sur les Gilets jaunes, puis Christian Combaz qui présente une autre facette de lui-même, celle du sculpteur. Vous le retrouverez d'ailleurs dans un instant pour sa France de Campagnole. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Il y a un phénomène dont nous avons un exemple au village, c'est le fameux déclassement qui affecte les classes moyennes, soi-disant à cause de la crise économique, mais vous allez voir que lorsqu'on analyse un peu, on s'aperçoit que la crise économique a bon dos. La femme dont je parle, qui n'est plus là aujourd'hui parce qu'elle a vendu sa maison pour vivre, était la fille d'un médecin de Montpellier, elle s'appelait Laetitia. L'histoire de son père, le vieux médecin, est assez exemplaire dans la France de l'époque. En 1945, l'institutrice du village, dans un patelin près de la Salvetat, au nord de Béziers, dit au père du petit garçon qui était mineur, car il y avait des mines de charbon, il faudrait que ce gamin aille au collège. Alors heureusement, ils habitaient près de la ligne de chemin de fer qui reliait à l'époque Grèce-et-Sac à Béziers, et ce fils de mineur, qui était le seul garçon sur 5 enfants, est allé au collège comme pensionnaire à Béziers, a reçu une bourse, puis l'aide d'un marquis du coin qui connaissait le père supérieur du collège. Il a passé son bac en 1945, il a fait sa première année de médecine à Toulouse, et 15 ans après, dans les années 60, il était l'associé d'un chirurgien de Montpellier. Il roulait déjà en Renault Floride décapotable, il était marié à une fille de pharmacien, et ils ont eu donc 2 enfants, qui n'ont manqué de rien, et c'est là le problème, car aucun d'eux n'est allé au fond très loin. En 1975, ils ont plutôt profité de la plage. L'un était steward dans l'aviation, donc la fille travaillait dans l'hôtellerie à Cannes. Comme disait leur père, ils en ont juste fait assez pour avoir des goûts de luxe comme leur mère, mais ils n'ont pas été assez courageux pour se payer tout ça eux-mêmes. Le vieux médecin qui est toujours vivant, qu'on a encore vu par ici il y a 2-3 ans, avec qui je parlais volontiers, était assez lucide à l'époque contemporaine. Il disait la différence, c'est que nous on lisait tout le temps. Moi je lisais en cachette au collège à Béziers pendant la guerre, je me souviens, tandis que ma fille, son dernier livre doit remonter à Mitterrand, ça devait être un François Sagan. Et c'est lui qui m'a fait comprendre pendant la crise que pendant la crise de 2008, la chute des bourses qui a soi-disant précipité la classe moyenne dans la précarité a caché en fait une démission totale des élites qui ont passé les années Mitterrand à vivre sur leur capital, à ne rien apprendre, à ne rien inventer. Les enfants dont les pères avaient beaucoup travaillé ont beaucoup moins travaillé. Les radios et les télés disaient qu'il fallait profiter de la vie, ben c'est ce qu'ils ont fait, ils en ont profité, mais surtout pour faire des conneries, me dit-il. Entre mon fils qui a monté des entreprises foireuses faute d'avoir le niveau et ma fille qui s'est mariée 2 fois, qui est obligée de travailler à 50 ans, on a l'impression que le message n'a jamais été compris. Et il ajoutait, c'est peut-être aussi une histoire génétique, allez savoir, car je peux vous le dire, ma femme n'était pas une flèche. Ce vieux monsieur, quand même très amusant et très désabusé, se trouve en ce moment dans une maison de retraite à 3 ou 4 000 euros. Il a près de 90 ans, il a perdu la tête, et nous avons donc revu récemment sa fille qui est venue vendre la maison de Campagnol, dont par bonheur elle était propriétaire en indivision avec son frère. Oui, parce que la maison de retraite du père, médicalisée, d'un très bon niveau, comme on dit, a fait main basse sur la retraite immédiatement. Donc les enfants qui ponctionnaient le budget mensuellement du père n'avaient plus rien pour vivre, et c'est là qu'on a vu la fameuse Laetitia revenir au village pour essayer de jouer les grandes dames, alors que, selon le patron du café, elle n'avait plus un rond. Et là, le choc, ça a été notamment que tous les gens qu'il avait connus à 20 ans dans sa maison de vacances à vendre, là, continuaient à l'appeler Lélé pour Laetitia et la tutoyer, alors qu'elle se prenait, elle, pour une grande dame, qu'elle n'était pas revenue depuis des années. Elle ne supportait plus d'être ramenée à la France des gens simples, alors qu'elle avait travaillé à Cannes et à Saint-Tropez et qu'elle avait connu, disait-elle, Eddie Barclay. C'est là aussi qu'elle a essayé de nous donner des leçons de socialisme, parce que lorsqu'on a fréquenté le showbiz, on parle tout le temps de la France de Le Pen avec un frisson de dégoût, sauf qu'elle n'avait pas compris, cette femme, qu'elle était justement plongée dans cette France qu'elle détestait, et qu'à Campagnol, on était quand même plutôt gilet jaune et pas tellement Audi décapotable. C'était sa voiture, c'était le seul vestige de sa splendeur passée. Du coup, pendant le week-end où elle est venue vendre la maison de son père, elle a joué un double jeu. Elle était là pour s'en aller définitivement, mais elle nous l'a caché, alors que tout le monde le savait. Elle a refusé de boire un coup au café, de participer à une fête, d'aller dîner chez l'un de ses amis d'enfance, et nous avons compris qu'elle avait honte de nous. À quoi Gustave a répondu que non, sans doute elle avait honte d'elle-même. Et quand on l'a vu partir, là, à jamais, la mère du patron du bar, qui avait bien connu ses parents, a dit « Mais quand on pense à ces gens, c'était vraiment une autre qualité, rien à voir ». J'ai trouvé que le mot était assez juste. Le déclassement, c'est avant tout une affaire de qualité, ni d'argent, ni de pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre, allez-vous me dire, bah si, il y a des gens de qualité qui n'ont aucun pouvoir, et des gens puissants qui n'ont pas de qualité. Abonnez-vous, merci.